l'oreille à la plume, une émission de Camille Linhart pour Accent 4. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'oreille à la plume consacré à Arnold Schoenberg. Hans Eisler disait de lui qu'il était le véritable conservateur, dans le sens où il avait initié une révolution pour pouvoir être réactionnaire. La position de Schoenberg dans l'histoire de la musique, il est vrai, semble se placer sous le signe du paradoxe. Son attachement profond à la tradition, apparemment contradictoire avec son progressisme radical, ne se comprend qu'à raison de ce que notre compositeur perçoit précisément dans cette tradition de dynamique moderniste et de conscience des nécessités historiques. Cette conception pousse Schoenberg à expérimenter de nouvelles voies auxquelles il cherche toujours à donner la garantie d'une logique, condition de pérennité et de continuité de l'écriture musicale. D'où le vœu, sans doute resté pieux, qu'il forme pour son grand système, le sérialisme, cette rupture artistique dont la déflagration n'est comparable qu'à celle de l'abstraction en peinture, assurer la grandeur de la musique allemande pour les 100 ans à venir. La teneur d'une telle ambition, dans le cours de la première moitié du XXe siècle, révèle d'autres dilemmes et déchirements, aussi bien pour l'homme, contraint à fuir la vieille Europe, que pour le compositeur, frappé en son propre pays de la déchéance promise à l'art dit dégénéré. Mais aussi pour celui qui, au fil de sa vie et de son œuvre, n'oubliera pas son lien avec le judaïsme, une autre tradition aux prises avec l'irréversibilité de l'histoire. Alors nous allons trouver Schoenberg dans un premier contexte qui est celui du post-romantisme allemand de la fin du XIXe siècle. Schoenberg lui-même est né en 1874 et une première partie de son œuvre est encore véritablement ancrée dans ce monde-là qui est celui de Brahms, de Wagner, de Mahler, de Strauss. Une figure à laquelle il est particulièrement attaché est celle de Johannes Brahms. Alors le fait est notable et décèle peut-être tout particulièrement la richesse du rapport de Schoenberg à la tradition, dans le sens où Brahms a jadis été considéré comme un conservateur quand on l'opposait à la musique dite de l'avenir, la Zukunftsmusik de Wagner et de Liszt, opposition qui serait un peu facile d'étendre pour placer Brahms et Schoenberg, auteur de la rupture révolutionnaire avec le système tonal, de les placer donc Brahms et Schoenberg dans deux camps opposés. Mais Schoenberg n'aurait pas souscrit à cette vision qui effectivement ne rend pas justice à toutes les lignes de force de l'évolution de la musique. Il voyait une grande modernité dans l'œuvre de Brahms et ce qu'il admire chez son aîné, c'est une certaine qualité de la texture sonore, une épaisseur, une richesse polyphonique à laquelle il sera extrêmement attaché toute sa vie, mais aussi ce qu'on appelle le développement motivique, c'est-à-dire le développement des motifs, la puissante logique, parfois presque déductive, avec laquelle un motif musical engendre des formes transformées. Je vous propose, pour entrer dans l'univers sonore de Schoenberg, d'entendre un extrait du deuxième mouvement du sextuor à cordes de Brahms, interprété par le quatuor Amadeus avec Cécile Aronowitz et Karl Leister.
On vient d'entendre un extrait du second mouvement du Sextior à cordes opus 18 de Brahms, interprété par le quatuor Amadeus, Cécile Aronowitz et Karl Leister sur un disque Deutsche Grammophon. L'ancrage de Schönberg dans cette veine brahmsienne se fera sentir dans toutes ses œuvres, mais elle est le plus nettement perceptible dans celles qui sont encore véritablement ancrées dans le 19e siècle, comme par exemple Verklärte Nacht, la nuit transfigurée, composée en 1899. C'est une des œuvres les plus fameuses de jeunesse de Schönberg. Elle se fonde sur un poème de Richard Demel, La femme et le monde, Weib und Welt. Et même si le ton est ici assez différent de celui de Brahms, l'intention expressive aussi, on n'est pas dans de la musique pure, il y a un sujet poétique, mais on voit que la texture, l'épaisseur des lignes dont on parlait avant, et ce développement thématique très poussé résonnent parfaitement avec l'autre sextuor que nous avons entendu avant, celui de Brahms. Entendons donc ce sextuor de Schönberg, La nuit transfigurée, dans un extrait de l'interprétation du Juilliard String Quartet, accompagné de Walter Trampler et de Yo-Yo Ma sur un disque Sony.
Après cette nuit transfigurée, interprétée par le Juilliard String Quartet, Walter Trampler et Yo-Yo Ma, intéressons-nous à une autre influence importante, encore une influence post-romantique qui s'exerce sur Schönberg, c'est celle de Wagner. Schönberg prétendait connaître ses opéras par cœur, les avoir entendus des dizaines de fois. Il avait pour Wagner une admiration immense, et tout particulièrement, en tout cas on peut le déceler dans sa musique, pour Tristan et Iseult, l'opéra de Wagner dont l'accord très célèbre qui amorce l'ouverture est considéré comme un point de bascule possible vers la musique atonale, c'est-à-dire un point où les harmonies deviennent si ambiguës qu'on ne peut plus les rattacher également à des gammes majeures ou mineures, à des accords classés. Et donc un point de basculement entre le post-romantisme et le XXe siècle. Alors entendons un extrait du deuxième acte de Tristan et Iseult. Je vous propose de l'entendre dans l'interprétation avec Siegfried Jerusalem, Walter Ottmeyer et Daniel Barenboim sur un disque Teldec.
zündete an und steckt an der liebsten Türe, das Licht sich zu ihr führe. Auf dem Rätsel und löscht das Licht, bis die Magd sich wehrte scheußlich, schrecklich, in Frage nach es Macht und Schatz, wo dich den Tage trug. Die Tage, die Tage, die tödlichen Tage, im Äthes Feinde, Hass und Klage. Wie du das Licht, o König, geleuchtet, der Liebe Leiden zu rächen, die frischen Tage verlöschen. Geht keine Not, geht keine Pein, hier nicht weg mit seinem Feind. Setzt in der Nacht dämmernder Pracht, hielt ihn Liebchen am Haus, streckte mir drohend ihn aus. En contrepoint à cet extrait de Tristan et Isolde du deuxième acte de Wagner, interprété par Siegfried Jerusalem, Walter Ottmeyer et Daniel Barenboim à la baguette, je vous propose d'entendre une partition proprement wagnérienne de Schönberg, partition très importante, tant par sa valeur artistique que par ses effectifs, tout à fait considérables, effectifs orchestraux. C'est un extrait des Gurlieder. Les Gurlieder sont une partition qui a pris beaucoup de temps à Schönberg, et si bien que quand il l'a finie, finalement, elle était un petit peu en retard stylistique par rapport aux autres choses qu'il avait déjà entreprises par ailleurs. Le poème reprend une histoire médiévale d'amour finalement assez proche de celle de Tristan et Iseult, mais comme vous allez l'entendre, il n'y a pas que l'histoire qui se rapproche du modèle wagnérien, mais aussi la musique. On retrouve ces flots, ces lignes vocales, cette instabilité en même temps très romantique, mais qui déjà annonce par certains aspects, par certaines incertitudes, le XXe siècle. Et je vous propose d'entendre, de retrouver Siegfried Jerusalem dans ces Gurlieder qu'on vient donc d'entendre chez Wagner dans Tristan, accompagné cette fois-ci de Susan Dunn, et à la baguette Riccardo Chailly dirige le Deutsche Sinfonische Orchester de Berlin.
So tanzen die Engel vor Gottes Thron nicht, wie die Welt umtanzt vor mir. So lieblich klingt ihre Hafenton nicht, wie Waldemar Seele dir. Aber stolz auch saß neben Gott nicht Christ, nach dem harten Erlösungsstreite. Als Waldemar stolz und königlich ist am Tore ihres Seite. Nicht sehnlicher möchten die Seelen gewinnen den Weg zu der seligen Wund, als ich deinen Kuss, da ich Gutes Sinnen sah, leuchtet am Horizont. Und ich tausch auch nicht ihren Mauerwall und den Schatz, den sie treu mir bewahren, für Himmelreich Glanz und betäubenden Schall. Und alle der heiligen Scharen. C'était un extrait des Gurlieder d'Arnold Schönberg, interprété par Siegfried Jerusalem, Susan Dunn, sous la direction de Riccardo Chailly. Dernière grande influence post-romantique de Arnold Schönberg, c'est Richard Strauss. Richard Strauss, avec qui les rapports vont être ambivalents, d'abord bons, puis se dégrader, puisque Richard Strauss, qui se positionne encore au début du XXe siècle comme un compositeur résolument progressiste, notamment avec Salomé et Electra, eh bien, se montre très favorable à Schönberg quand il fait sa connaissance. Mais rapidement, eh bien, les directions que vont prendre Schönberg vont bifurquer de celles de Richard Strauss. Il n'arrivera plus à le suivre dès la fin des années 1900, dès 1909. Il trouvera son éloignement de la tonalité trop osé, et puis il écrira finalement à Alma Mahler, après la mort de Richard Mahler. Il lui écrira qu'il craint qu'il n'y ait plus qu'un psychiatre qui puisse venir en aide de Schönberg. Donc, à partir de ce moment-là, quand Alma Mahler aura encore reporté ses propos à Schönberg, eh bien, la rupture entre les deux hommes sera consommée. Il n'en demeure pas moins que Schönberg considérera toujours Strauss comme un immense compositeur, et on peut retrouver dans la musique de Schönberg un goût pour les couleurs orchestrales straussiennes, et je vous propose d'entendre l'extrait d'un des poèmes symphoniques les plus célèbres de Richard Strauss, Ein Heldenleben, opus 40, ici sous la baguette de Maris Jansson, à la tête de l'orchestre de la radio bavaroise.
Après cet extrait de la Heldenleben de Richard Strauss, dirigé par Maris Janssen à la tête de l'orchestre de la radio bavaroise, je vous propose d'entendre une œuvre qui n'est pas sans avoir quelques aspects straussiens, bien qu'elle soit peut-être tournée vers un avenir plus radical, d'Arnold Schoenberg, qui est la symphonie de chambre, la première symphonie de chambre qui date de 1906. Alors, elle se détourne de l'immensité des effectifs orchestraux qui avaient pu émailler, par exemple, les Guru-Leader qu'on a écouté plus tôt. Et aussi, elle manifeste des perspectives nouvelles sur le plan harmonique. Elle n'est pas encore tout à fait atonale, mais on sent bien que on s'éloigne de plus en plus de l'harmonie classique. Néanmoins, on trouve un souffle dans l'orchestration, même si elle est réduite, et dans la conduite des thèmes, un souffle straussien, et notamment dans le thème principal qui a justement un peu de cet aspect héroïque qu'on avait dans la Heldenleben de Strauss. Alors écoutons le début de cette Kammersymphonie. Elle est dirigée ici par Giuseppe Sinopoli et jouée par la Staatskapelle de Dresden.
Nous entendions un extrait de la Kammersymphonie opus 9 de Schönberg, dirigée par Giuseppe Sinopoli à la tête de la Staatskapelle Dresden. Après cette pièce, Schönberg va se concentrer sur d'autres perspectives et va prendre des tournants un peu plus radicaux, ce qui ne va pas l'empêcher d'avoir encore des influences du siècle précédent qui s'exercent sur lui, comme par exemple celle de Brahms, qu'on a déjà vu à l'œuvre, mais ces influences seront traitées de façon plus distanciée, et c'est plus des aspects logiques, texturaux, plus de l'ordre de la construction et moins de l'ordre du sentiment et du ton qui conduiront Schönberg. Je vous propose quand même de vous en rendre compte en écoutant successivement deux Klavierstücke extraits de l'opus 118 de Johannes Brahms, qui seront ici joués par Julius Katchen, et les fameuses trois pièces pour piano, opus 11 de Schönberg, qui, elles, basculent déjà hors des limites de la tonalité, mais on voit quand même qu'il y a encore dans les figures de piano, dans certains arpèges, certains accompagnements et certaines façons de penser musicalement, une marque assez nette du maître de Johannes Brahms. Les Klavierstücke de Schönberg, quant à eux, seront interprétés par Maurizio Pollini.
On entendait successivement 2 Klavierstücke extraits de l'opus 118 de Johannes Brahms et les 3 Klavierstücke de l'opus 11 de Arnold Schönberg. Autre modèle qui va encore permettre à Schönberg de se projeter loin dans les expérimentations du XXe siècle, c'est l'autre maître, Gustav Mahler. Et on trouve chez Mahler, particulièrement dans les dernières œuvres, on trouve une puissance orchestrale, une puissance sonore qui parfois fait éclater, là encore, les lignes du langage classique, et notamment dans la symphonie numéro 9, je vous propose d'entendre un extrait du Rondo burlesque qui pousse la modernité de l'éparpillement, de l'éclatement sonore de l'orchestre, parfois d'une certaine violence du timbre, à certaines extrémités qui vont inspirer Schönberg. Alors écoutons un extrait de cette 9e symphonie de Mahler, dirigée par Adam Fischer à la tête du Philharmonique de Düsseldorf.
Alors cet extrait du rondo burlesque de la symphonie numéro 9 de Mahler, dont on a entendu la violence sonore, la puissance des timbres, je vous propose d'en entendre en quelque sorte une résonance dans la quatrième des 5 pièces opus 16 de Schoenberg, donc qui date de 1909. Et cette interprétation sera celle de Simon Rattle à la tête du City of Birmingham Symphony Orchestra. Nous avons entendu la brève quatrième des 5 pièces pour orchestre d'Arnold Schoenberg, ici interprétée par Simon Rattle à la tête du City of Birmingham Symphony Orchestra. Ce qu'on a remarqué dans cette pièce, outre une certaine violence des timbres, c'était sa brièveté. Et cette brièveté, un petit peu en réaction à la démesure post-romantique, c'est-à-dire d'effectifs et de durée extrêmement importants, eh bien, va constituer un des aspects importants de la décennie 1910 pour Schoenberg. Il va s'agir de prendre le contre-pied de ces grandes pièces et d'essayer de partir à la conquête de la petite forme. L'incursion dans ce type d'écriture sera assez rapide pour Schoenberg. En revanche, d'autres expériences vont encore nourrir ces expérimentations des années 1910, et notamment celle de nouveautés de timbre et une nouvelle façon de traiter la voix. Schoenberg est en effet très intéressé par la façon dont on chante dans les cabarets. Alors c'est très loin de tout l'univers sonore qu'on a pu entendre jusqu'à présent, mais il est intéressé par cette technique vocale spécifique au cabaret qui consiste à mélanger le parler et le chanter. Et je vous propose d'entendre un extrait d'une chanson de cabaret berlinois des années 20. Claire Waldoff chante « Wer schmeißt denn da mit Lehm ?» chanson telle qu'on pouvait en entendre à l'époque dans ces établissements et qui a influencé Schoenberg.
Die Menschen heutzutage, die sind alle so nervös. Über jede kleine Kleinigkeit, da werden sie giftig bös. Schimpft einer auf den anderen, dann sing ich voll Humor, damit er nicht mehr schimpfen soll, mein kleines Liedchen vor. Wer schmeißt denn da mit Lehm? Der sollte sich was schämen. Der sollte auch was anders nehmen, als ausgerechnet Lehm. Die junge Frau, die stößt sich an einen spitzen Stein. Der Bräutigam sagt liebevoll, mein armes Engelein. Sind die 10 Jahre verheiratet, dann sagt er prompt zu ihr, na heb doch deine Beine auf, du olles Trampeltier. Wer schmeißt denn da mit Lehm? Der sollte sich was schämen. Der sollte auch was anders nehmen, als ausgerechnet Lehm. Bei unserem Nachbar Meier ist immer etwas los. Die sind sehr sportbegeistert, auch die Frau boxt tadellos. Kriegt sie ihn mal beim Wickel, dann zählt sie ihn aus komplett. Dann setzt sie ihn aufs Täppchen drauf und schiebt ihn unters Bett. Wer schmeißt denn da mit Lehm? Der sollte sich was schämen. Der sollte auch was anders nehmen, als ausgerechnet Lehm. Jüngst traf ich auf der Straße den alten Maler Kraus. Dem guckte aus dem Hosenbein der Sockenhalter raus. Da schreit so ein kleiner Bengel zu dem alten Herrn sehr klug. Sie, passen Sie auf, Ihren Bandwurm auf, der macht einen Fluchtversuch. Wer schmeißt denn da mit Lehm? Der sollte sich was schämen. Der sollte auch was anders nehmen, als ausgerechnet Lehm. Die Berliner sind sehr höflich. Ein Herr trat neulich mal einer Dame auf die Schleppe. Im Foyer war ein Mordskandal. Können Sie nicht sehen, Sie Ochse? Ja, sagt der Herr, ich kann's. Aber warum haben Sie, olle Kuh, so einen langen Schwanz? Wer schmeißt denn da mit Lehm? Der sollte sich was schämen. Der sollte auch was anders nehmen, als ausgerechnet Lehm. Alors après cette chanson de Claire Waldhof, star du cabaret berlinois des années 20, Wer schmeißt denn da mit Lehm, je vous propose d'entendre maintenant quelque chose de tout différent, mais pas complètement différent, puisque c'est ce qui a influencé une nouvelle technique vocale chez Schoenberg, cet art des diseuses, c'est-à-dire les diseuses, c'était les chanteuses de cabaret qui parlaient, chantaient en même temps. Schoenberg appelle ça le Sprechgesang, ou encore la Sprechstimme, c'est-à-dire une voix parlée, chantée, justement. Et bien sûr, dans une logique complètement avant-gardiste, il va se servir de cette technique dans un cabaret halluciné, comme on peut dire, c'est-à-dire une œuvre poétique qui mélange des influences symbolistes et expressionnistes dans la plus pure veine de ce qui se faisait alors. C'est le Pierrot lunaire. Je vous propose d'en entendre un extrait et vous pourrez entendre notamment de façon totalement transmuée, bien sûr, ce Sprechgesang d'après le style cabaret. Einen weißen Fleck des hellen Mondes auf dem Rücken seines schwarzen Rockes. So spaziert Pierrot im lauen Abend auf zu Suchen und Abenteuer. Plötzlich stört ihn was an seinem Anzug. Er besieht sich rings und
und findet richtig einen weißen Fleck des hellen Mondes auf dem Rücken seines schwarzen Rockes. Warte, denkt er, das ist so ein Gipsfleck. Wischt und wischt, doch bringt ihn nicht herunter. Und so geht der giftgeschwollen weiter, reibt und reibt, bis an den frühen Morgen einen weißen Fleck des hellen Mondes. Mit groteskem Riesenbogen kratzt Pierrot auf seiner Bratsche. Wie der Storch auf einem Bein knipst er trüb ein Pizzicato. Plötzlich naht Cassandra, wütend auf des mächtigen Virtuosen. Mit groteskem Riesenbogen kratzt Pierrot auf seiner Bratsche. Von sich wirft er jetzt die Bratsche. Mit der delikaten Linken fasst er den Kahlkopf am Kragen. Träumend spielt er auf der Glatze mit groteskem On entendait un extrait du Pierrot lunaire d'Arnold Schönberg, ici dans la version de Christine Schaeffer, accompagnée par l'ensemble intercontemporain sous la direction de Pierre Boulez. Alors, c'est une interprétation qui, me semble-t-il, rend bien compte de ce que Schönberg attendait de cette technique vocale, mais il faut savoir que c'est un débat qui n'est toujours pas clos aujourd'hui et que comment doit-on interpréter le Sprechgesang? Est-ce qu'on doit le faire un peu plus chanter, un peu plus parler? Ça reste une véritable question d'interprétation et c'est pour ça qu'il est particulièrement intéressant dans ce genre d'œuvre de faire parler les comparaisons, de voir d'une interprétation à l'autre comment c'est abordé par les artistes. Une fois que Schönberg aura achevé, on peut dire, cette phase de grande expérimentation qui le propulse dans différentes directions au cours des années 10, sa logique va le fixer sur une nouvelle forme, sur un nouveau système. Ce sera ce qu'on appellera la musique dodécaphonique sérielle. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un système qui permet de garantir un ordre à la musique en dehors de la tonalité, c'est-à-dire de l'usage des gammes majeures et mineures. Il s'agit tout simplement de considérer que tous les sons qu'on a sur un piano, les 12 sons des touches blanches et noires qui sont contenus dans une octave, que tous ces sons sont traités de façon égale, de sorte qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas de hasard et qu'il n'y ait pas de primauté d'une gamme, d'un accord anciens qui reviennent et qu'on puisse structurer les choses sans aucune référence à l'ordre ancien parce que ces références viendraient perturber et introduire une ambiguïté
dans cette nouvelle logique. Cette nouvelle logique donc de la série, pour ça qu'elle s'appelle sérielle, c'est-à-dire qu'on égrène les 12 notes blanches et noires du piano, donc qui sont contenues dans une octave, on les égrène, et tant qu'on n'a pas égrené toutes les notes, eh bien on n'en répète aucune. De cette sorte, elles sont égales. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Schoenberg, malgré tout, on l'a dit, est très attaché à la tradition, et pour lui, c'est vital pour que l'écriture musicale puisse garder sa modernité, qu'il considère comme ancrée en elle. Il est très important qu'elle puisse se renouveler. Et c'est justement pour qu'elle puisse se conserver, selon lui, qu'elle doit se renouveler. Donc il y a une forme de rapport, d'ambivalence, de dialectique, si on peut dire, entre l'ancien et le nouveau. Et évidemment, Schoenberg va chercher l'ancien en caution du nouveau. Il veut montrer que son nouveau système peut en même temps se fondre dans les cadres anciens. Et c'est pour ça que, à partir de ce moment-là, l'influence classique de la musique, et particulièrement de la musique allemande, va être importante pour lui, et notamment celle de Jean-Sébastien Bach. Alors je vous propose d'entendre d'abord un extrait de la 5e suite anglaise de Jean-Sébastien Bach, qui sera joué par Murray Perahia sur un disque Sony, et puis de voir ensuite le début de la suite opus 25 de Schoenberg, datée de 1921. Alors cette suite est la première œuvre qui utilise ce nouveau système de Schoenberg, et il n'est pas anodin qu'elle soit une suite, c'est-à-dire une forme totalement connotée par l'histoire et associée à des compositeurs comme Bach. Et plus précisément, dans cette suite, on va trouver préludes, gavottes, musettes, c'est-à-dire uniquement des formes baroques, des formes extrêmement datées. Alors évidemment, on va entendre pas du tout la même chose d'un point de vue harmonique entre les deux, mais ce qui va être intéressant, c'est de voir qu'il y a quand même l'idée d'un carcan, presque d'une forme de rigidité dans les rythmes, dans le débit des notes, et aussi dans un certain contrepoint, une certaine polyphonie entre les lignes, quelque chose de très structuré tout de même si ce ne sont pas les mêmes sonorités. Entre les deux exemples à distance, on voit que Schoenberg veut s'inscrire avec son nouveau système dans les pas de Jean-Sébastien Bach. Alors le début de la suite opus 25 nous sera ensuite interprété par Glenn Gould, toujours sur un disque Sony.
On vient d'entendre successivement la 5e suite anglaise de Bach, un extrait de prélude interprété par Murray Perahia sur un disque Sony, et puis le début de la suite opus 25 de Schoenberg, sa première œuvre dodécaphonique sérielle datée de 1921 et qui était ici jouée par Glenn Gould, aussi sur un disque Sony. La série dodécaphonique, cette innovation schoenbergienne, dont le statut est finalement parfois assez ambivalent entre la modernité et la tradition, évidemment. Il s'agit d'utiliser cette technique pour ne plus composer de musique tonale, pour sortir complètement de l'ancien régime d'avant le XXe siècle, mais en même temps, la façon dont on structure cette série de départ, dont on ordonne les notes qui doivent se succéder, eh bien, on peut mettre en œuvre un certain nombre d'équivoques avec l'histoire. On peut restaurer certaines sonorités, avoir une certaine souplesse, et ce sera notamment ce que parviendra à faire Alban Berg, autre élève de Schoenberg, et dont on considère toujours qu'il avait un rapport plus étroit avec la tradition romantique que Anton Webern. Alors je vous propose d'entendre la suite lyrique, un extrait de la suite lyrique d'Alban Berg, dans lequel la technique de la série est mise en œuvre, mais qui n'empêche absolument pas la présence de certaines équivoques harmoniques avec la musique du 19e siècle, et surtout le déploiement de gestes extrêmement expressifs, comme d'ailleurs l'indique justement le titre
de suite lyrique. Ce sera le Juilliard String Quartet, encore une fois, qui nous interprétera cet extrait sur un disque RCA. En écho à cet extrait de la suite lyrique de Alban Berg, interprété par le Juilliard String Quartet sur un disque RCA, je vous propose d'entendre un extrait d'un des plus grands chefs-d'œuvre de Schoenberg, un chef-d'œuvre relativement tardif, le trio pour cordes opus 45, qui date de 1945. Et on verra dans cette œuvre, là encore, une influence de l'élève sur le maître, c'est-à-dire de Berg sur Schoenberg. Berg qui était déjà décédé à ce moment-là. Schoenberg a été le dernier de la grande trilogie viennoise à survivre. Il a survécu à ces deux grands élèves, à Berg et à Schoenberg. Et donc, on peut voir, sinon un hommage, du moins une influence marquée de Berg sur Schoenberg dans ce trio, car on retrouve la souplesse lyrique propre à Berg dans l'usage de l'écriture atonale, c'est-à-dire que même si cette écriture est sérielle, elle utilise cette technique de la série dodécaphonique, c'est avec une grande souplesse ici que la texture musicale se déploie, et on y retrouve des aspects lyriques qu'on avait trouvés chez Berg, et en même temps, ce qui est peut-être en supplément à ce qu'on pouvait entendre chez Berg, et qui est même plutôt rare chez Schoenberg, c'est que ces élans lyriques, ces gestes instrumentaux très expressifs, très forts, très puissants, ne sont pas forcément des équivoques avec le passé, mais ont quelque chose d'extrêmement novateur, là où, comme on l'avait vu dans les extraits précédents, Schoenberg restait peut-être dans des carcans un peu classiques, justement pour donner une caution à
à ces innovations, et bien là, on le sent complètement libéré, à la fois dans un rapport ouvert avec l'expressivité et en même temps qui arrive à une maîtrise absolument parfaite de sa technique. Chef-d'œuvre donc ce trio opus 45 dont on va entendre un extrait joué par Walter Levin, Peter Kanitzner et Lee Feather sur un disque Deutsche Grammophon. Le trio opus 45 d'Arnold Schoenberg, dont on vient d'entendre un extrait interprété par Walter Levin, Peter Kamitzner et Lee Feather, est peut-être une des œuvres finalement les plus innovantes de Schoenberg et qui date de sa dernière période créatrice, 1945, période où par ailleurs un certain sens de la tradition, qui finalement ne l'avait que très peu quitté, s'est manifesté chez Schoenberg. Alors, on a vu plutôt son attache avec la tradition germanique, mais il y a encore une autre attache qui n'est pas celle de la tradition musicale savante européenne à proprement parler, qui va se faire jour, et aussi pour des raisons de contexte historique, c'est-à-dire que Schoenberg, qui s'était converti au protestantisme à la fin du XIXe siècle, se reconvertit au judaïsme en 1933, quand il quitte l'Allemagne. Il se reconvertit au judaïsme à Paris. Il aura Marc Chagall comme témoin. Et puis, arrivé aux États-Unis, il compose une œuvre, il en composera plusieurs d'ailleurs, il compose un Kol Nidre, c'est-à-dire une pièce traditionnelle juive pour le Yom Kippour, pour la cérémonie du Grand Pardon. Ce Kol Nidre, son but, c'est qu'il se détache notamment de l'exemple assez connu de celui qui était de Max Bruch. Il voulait quelque chose de plus religieux, de moins virtuose. Et donc je vous propose de voir comment Schoenberg traite cette mélodie traditionnelle juive dans son langage à lui. Alors c'est l'occasion pour lui de revenir tout de même à quelque chose d'un peu moins avant-gardiste, mais néanmoins il en fait tout de même une réalisation très personnelle. Alors je vous propose d'entendre d'abord le Kol Nidre dans sa version traditionnel, tel qu'il est chanté ici par le cantor Asi Schwartz
à la synagogue de Park Avenue à New York, et ensuite le Kol Nidre de Schoenberg, tel qu'il est ici interprété par James Johnson, accompagné par le Rundfunkchor de Berlin, le SFR Symphony Orchestra sous la direction de Michael Gillen. Kabbalah tells a legend. At the beginning, God said
burst out. God crushed that light to atoms. Myriads of sparks are hidden in our world, but not all of us behold them. The self-glorious, who walk arrogantly upright, will never perceive one. But the meek and modest, eyes downcast, he sees it. A light is sown for the pious. Yeshivo shel malo, uvishivo shel mato. In the name of God, we solemnly proclaim that every transgressor, be it that he was unfaithful to our people because of fear, or misled by false doctrines of any kind out of weakness or greed, we give him leave to be one with us in prayer. Tonight, a light is sown for the pious. A light is sown for the repenting sinner. Kol nidrei, all vows, oaths, promises, and plights of any kind, wherewith we pledge ourselves counter to our inherited faith in God, who is one, everlasting, unseen, unfathomable. We declare these null and void. Have estranged us from the sacred task we were chosen for. We repent! Shall strive from this day of atonement till the next to avoid such and similar obligations, so that the Yom Kippur to follow may come to us for good. Let us aspire to
Nous entendions pour clore cette émission successivement le Kol Nidre, chant hébraïque pour le Yom Kippour, dans sa version traditionnelle, interprétée ici par le cantor Aziz Schwartz de la synagogue de Park Avenue à New York, et le Kol Nidre de Schoenberg, dans une version personnelle qu'en a fait le compositeur en 1938, au moment de l'exil, interprété par James Johnson, accompagné par Michael Gillen, qui était à la tête du Rundfunkchor Berlin et du SWR Symphony Orchestra. C'est la fin de cette émission. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de L'Oreille à la Plume. Et en attendant, si vous êtes intéressé par Accent 4, la radio classique en Alsace, n'hésitez pas à vous rendre sur accent4.com. Vous y trouverez des informations, des possibilités d'abonnement ou de soutien par un don. Quelle musique ont les compositeurs à l'oreille quand ils prennent la plume ? Remontez aux sources musicales d'un grand créateur. De l'oreille à la plume, une émission de Camille Linhart pour Accent 4.